Souvent, quand on se lance en généalogie, on s'imagine que son nom s'est écrit tout le temps de la même manière. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en pratique, la fixation des noms de famille, c'est quelque chose qui a été très long et même hasardeux. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce 8e épisode de Racines et récits, nous allons échanger sur un bien que nous possédons tous individuellement et qui nous caractérise par définition. Vous l'avez deviné, nous allons parler du patronyme ou plus prosaïquement de notre nom de famille. Christian Job Morion, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Christian, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Racines et récits. Tu es généalogiste familial, ancien archiviste du ministère de la Défense, membre de l'U-Projet, et tu vas donc nous faire découvrir les particularités de nos patronymes, leurs origines et leurs caractères héréditaires depuis le Moyen-Âge. Et ma première question va être un peu naïve. Depuis quand nos noms de famille sont-ils stables ? Tu as d'ailleurs, je crois pas, j'en suis sûr, écrit un article sur l'immutabilité du nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? L'immutabilité, c'est le principe juridique qui, en France, et qui date du XVe siècle, régit la transmission du nom de famille. C'est-à-dire qu'en fonction de ce principe, un nom est transmis de génération en génération, tel quel, sans changement, à la lettre près, sans modification. Okay, sauf au cours de l'Ancien Régime, ajout de nom de terre ou de nom de fief. Donc c'est un principe que nous, en tant que Français, on a bien intériorisé, ce qui fait que souvent, quand on se lance en généalogie, on s'imagine que son nom s'est écrit tout le temps de la même manière. Mais en fait, pas du tout. Parce qu'en pratique, la fixation des noms de famille, c'est quelque chose qui a été très long et même hasardeux. Il faut avoir en tête que, en fait, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la majorité des gens ne savaient ni lire ni écrire. Donc, l'orthographe du nom dépendait du prêtre ou du clerc qui écrivait le nom. Et de plusieurs facteurs, comme par exemple du degré d'alphabétisation du prêtre ou du clerc, de la qualité de son audition aussi. Ça pouvait dépendre aussi de modes, il y avait des modes, des tendances orthographiques. Ça pouvait dépendre de la manière d'interpréter l'accent dialectal par le prêtre ou le clerc. Ou ça pouvait dépendre tout simplement de la fantaisie un peu du clerc ou du prêtre. Donc c'est pour ça qu'il est courant en fait de voir tout au long de l'Ancien Régime des individus dont le nom s'écrit de manière différente tout au cours de leur vie. Tout ça, là, ça va s'améliorer à partir de la Révolution française, quand on va créer un état civil moderne et qu'on va réaffirmer l'immutabilité du nom de famille. Là, on va commencer à avoir des officiers d'état civil un peu plus scrupuleux, un peu plus rigoureux, qui vont refuser d'écrire le nom différemment de ce qu'il y a sur l'acte de naissance. Alors, tout au long du XIXe siècle, on va avoir une coexistence entre ces officiers d'état civil scrupuleux et d'autres moins scrupuleux, ce qui va créer un peu une situation dans laquelle les individus vont être obligés soit de saisir la justice à leurs frais pour modifier leur état civil, soit tout simplement d'accepter l'orthographe qui leur a été donnée à la naissance. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des fratries, c'est assez courant, avec des Dupont-D et des Dupont-T. Les noms de famille vont vraiment commencer à se stabiliser à partir des années 1880, avec le livret de famille, mais surtout avec l'alphabétisation de la population, c'est-à-dire avec l'école Jules Ferry. Là, à partir du moment où on sait lire et on sait écrire, on est capable d'épeler son nom. Là, ça change tout. Alors Christian, comme tu viens de nous l'expliquer, donc, on constate que les noms de famille se sont stabilisés donc, à partir des années 1880, ce qui veut dire que nous, généalogistes ou même des amateurs, lorsqu'on fait des recherches, il ne faut pas hésiter à faire des fautes d'orthographe, en fait, dans les moteurs de recherche. Eh bien oui, effectivement, quand on utilise des bases de données, que ce soit des bases de données d'arbres en ligne ou de documents numérisés, en fait, il faut ruser. Alors, il faut imaginer non seulement comment on a pu orthographier le nom à l'époque, mais aussi comment l'indexation automatique des caractères manuscrits a pu transcrire le nom, en fait. Donc, quand on fait des recherches, oui, effectivement, on peut saisir les variantes qu'on a soi-même imaginées, ou alors, on peut aussi utiliser, moi, ce que j'appelle des caractères jokers, comme l'astérisque ou le point d'interrogation. C'est un petit tour de magie qu'on a comme ça là pour déjouer les pièges tendus par les prêtres de l'Ancien Régime. Par exemple, le point d'interrogation, ça va remplacer un caractère inconnu. Par exemple, si je l'écris GUIL, point d'interrogation ON, ça va me chercher tous les guillons, 2 LON
autour des guillons, LHON. OK? Et l'astérisque, eh ben, c'est pareil, mais pour une chaîne de caractères continue. Donc, par exemple, si on tape O astérisque, ITR astérisque, là, on va trouver toutes les variantes du nom Olitro, qui est un L ou deux L, et puis toutes les terminaisons en O, AUD, AULT, EAU, O, voilà. Alors, je voulais aussi te demander, Christian, quelles sont les principales origines de nos noms de famille? Tout le monde connaît les sources liées au métier, au lieu, mais est-ce qu'il y a d'autres origines aux noms de famille? Alors oui, il y a d'autres origines. Il faut savoir que lorsque les noms de famille sont apparus entre le XIe et le XIVe siècle selon les régions, ce sont les surnoms qui sont devenus héréditaires et qui sont donc devenus des noms de famille. Alors un surnom, comme tu le dis, ça pouvait être un nom de lieu, ça c'est environ 30% des noms français. Ça pouvait être, comme tu le dis aussi, un nom de métier ou de statut social, et ça c'est 18% des noms. Mais ça pouvait être également une caractéristique physique, comme par exemple le grand, le clair, ou alors une caractéristique morale, comme le bon, malin. Tout ça, c'est 16% des noms. La plus grande partie des noms de famille en France, en fait, c'est-à-dire 36% des noms de famille, ce sont des patronymes au sens propre du terme, d'accord? C'est-à-dire le nom de baptême du père. Alors, concrètement, ça donne quoi? Concrètement, on a par exemple un Jean qui est fils de Guillaume, et donc pour le distinguer d'un autre Jean du village, on va l'appeler Jean fils Guillaume ou Jean Guillaume, tout simplement. À la génération suivante, on a Pierre qui est le fils de Jean Guillaume, qui va lui aussi se faire appeler Pierre Guillaume pour faire plus court. Et ainsi donc Guillaume devient un nom de famille. Plus loin dans le temps, ce nom de famille va varier. On va par exemple, ça peut devenir Guillaumet, ça peut devenir Guillemot, ça peut devenir aussi Guillemard par exemple. Alors, un autre sujet important, c'est celui du changement de nom dont on voulait discuter ensemble, Christian. Quelles sont les principales raisons aujourd'hui qui poussent certaines personnes à vouloir faire évoluer leur patronyme? Alors effectivement, il y a le principe d'immutabilité que la loi instaure, affirme, mais il y a aussi une possibilité de changer de nom en France pour un motif légitime. C'est pas pour n'importe quelle raison. Alors la loi ne précise pas vraiment toute l'étendue de ce qui peut être légitime. Ça, c'est la jurisprudence qui, au fil du temps, nous donne un peu la gamme des raisons valables pour changer de nom. Alors comme tu l'as dit, ça peut être parce que le nom est ridicule, péjoratif ou qui peut prêter à moquerie. Mais ça peut être pour plein d'autres raisons. Ça peut être un nom difficile à prononcer parce qu'étranger, donc si on veut franciser un nom, on peut changer de nom. Ça peut être aussi parce qu'on veut adjoindre à son nom ou prendre le nom de sa mère, par exemple, ou alors si on veut relever le nom d'une ancêtre, une arrière-grand-mère, une arrière-grand-mère, dont le nom est menacé d'extinction. Après, il y a plein d'autres raisons. Ça peut être pour chercher aussi à légaliser un nom d'usage ou un pseudonyme qui a été utilisé pendant longtemps dans la famille. Alors, c'est compliqué de changer de nom, Christian. Quelles sont les procédures à suivre? Alors, ça dépend. S'il s'agit tout simplement de prendre le nom de sa mère ou de l'adjoindre à son nom, ça c'est très facile depuis 2022. Il y a une nouvelle loi qui est sortie et un simple formulaire en mairie permet de changer de nom dans le cadre de la filiation. Pour tous les autres types de changement de nom, là, il y a différents types de procédures pour que ce soit pour changer, modifier ou rectifier un nom. Ça peut se faire auprès du garde des Sceaux, ça peut se faire auprès du tribunal judiciaire ou alors dans certains cas auprès du procureur de la République. Dans tous ces cas, c'est de toute manière beaucoup de paperasse et beaucoup de temps à consacrer à cette démarche. Donc, j'imagine dans ce cas-là que faire appel à un généalogiste familial, c'est une bonne idée lorsqu'on veut faire ce type de procédure. Alors oui, c'est une bonne idée, surtout dans 3 types de situations. Donc par exemple, quand on veut relever un nom en voie d'extinction, qui a été porté par une ascendante, jusqu'à la quatrième degré, c'est-à-dire jusqu'à l'arrière-arrière-grand-mère. Là, dans sa demande auprès du garde des Sceaux, il faut joindre un arbre généalogique sourcé avec des actes d'état civil qui prouvent la filiation, bien sûr, et puis aussi des documents annexes, des archives annexes qui vont prouver l'extinction du nom, comme par exemple la déclaration de succession. On peut aussi faire appel à un généalogiste pour légaliser un nom d'usage. Là, il faut glaner tous les documents qui prouvent un usage constant et continu du nom. Ça peut être des faire-part, des documents funéraires, des articles de presse, des diplômes aussi, des cartes de visite qu'on peut retrouver aussi. Et là, le généalogiste intervient à ce niveau-là. Et enfin, le troisième cas, c'est quand on veut rétablir une forme ancienne du nom, notamment la particule perdue à la Révolution ou le nom terrien. Et là aussi, le généalogiste est très utile parce qu'il faut collecter tous les actes qui prouvent l'existence de cette forme ancienne du nom.
Alors Christian, j'ai une dernière question, et là ça te concerne personnellement. Tu portes toi-même un nom composé, Job-Morion. Alors tu as certainement fait des recherches à son sujet. Alors qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, en fait, même mon nom, il est plus long que ça et il réunit 3 patronymes, Job, Morion et Delaroche et en fait, il y a plusieurs mécanismes qui sont en action ici. Il y a l'adjonction, du nom de la mère, donc celle de mon père et puis il y a aussi une procédure de changement de nom qui vient légaliser l'usage sur 150 ans d'un patronyme éteint d'une aïeule. Ouais, merci pour cette précision, Christian, et un grand merci pour ta participation à Racines et Récits. Et je rappelle l'adresse de ton site à tous nos auditeurs, c'est geneadhoc.fr et ça s'écrit Geneadhoc. Merci, Christian. Ben, c'est un plaisir, merci à toi pour l'invitation. Vous venez d'écouter le 8e épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association upro-g.fr. Rendez-vous pour notre prochain épisode avec Carole Charnot pour échanger sur les archives hospitalières. À bientôt!